Mon fils m'a donné un ultimatum. Soit tu sers ma femme, soit tu quittes ma maison. Je suis resté immobile un instant, sentant le sol se dérober sous mes pieds. Puis j'ai simplement souri, j'ai pris ma valise et je suis parti en silence. Une semaine plus tard, 18 appels manqués. Vous savez ce moment où vous regardez quelqu'un que vous avez porté dans vos bras, veillé pendant les nuits de fièvre, à qui vous avez appris à faire ses premiers pas, et vous ne reconnaissez plus rien? C'est exactement ce que j'ai ressenti quand mon fils François m'a regardé dans les yeux et m'a dit ces mots. Mais laissez-moi revenir un peu en arrière. Ce mardi avait commencé comme tant d'autres. Je me suis réveillé à 6 heures du matin, j'ai préparé du café frais, des tartines grillées, des œufs brouillés au fromage fondu. La maison sentait bon la vraie cuisine, vous savez, cet arôme qui fait descendre n'importe qui en courant dans la cuisine. J'étais en train d'assaisonner la farce pour le déjeuner. Je faisais revenir des oignons dans du beurre, sentant l'odeur s'élever quand j'ai entendu ses talons claquer sur le carrelage. Sylvie est entrée dans la cuisine comme on entre sur un ring. Robe beige moulante, brushing parfait, ongles impeccables. Elle a pris une cuillère, goûté la farce et fait cette tête que je connaissais déjà bien. Robert, c'est fade. On dirait la cuisine d'hôpital. Elle a jeté la cuillère dans l'évier avec un bruit métallique. Tu ne peux pas faire quelque chose de correct? J'ai respiré profondément. J'ai compté jusqu'à 3 mentalement. Sylvie, la farce est assaisonnée comme je l'ai toujours faite. François l'a toujours aimée ainsi. Justement, Robert, toujours pareil, tu ne vois pas que les choses doivent changer? Elle a croisé les bras, me regardant de haut en bas. D'ailleurs, puisqu'on en parle, ce torchon que tu as laissé accroché devant la maison est ridicule. Les voisins vont penser que des gens sans classe habitent ici. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Ce torchon avait des tournesols brodés. Je l'avais brodé point par point pendant les nuits d'insomnie après la mort de ma Marie, mais j'ai avalé ma salive. Je n'ai pas répondu. C'est à ce moment que François est apparu. Mon fils, mon unique fils, est entré dans la cuisine avec cette expression fatiguée, cerne profond, cravate de travers. Il ne m'a même pas vraiment regardé. Il a juste regardé Sylvie, qui a pris cette voix enfantine de petite fille gâtée. « Chérie, je n'en peux plus. Je ne supporte plus de vivre comme ça, dans cette tension constante. Ton père ne respecte pas notre espace, ne respecte pas mes affaires, agit comme s'il était encore propriétaire de tout ici. » Mon cœur a commencé à battre plus fort. « Attends, ma maison, mes affaires ?» François a soupiré, s'est passé la main sur le visage et a dit « Papa, on doit régler ça maintenant. Soit tu arrêtes ton entêtement, tu acceptes que les choses ont changé et tu commences à collaborer avec Sylvie, soit tu prends tes affaires et tu cherches un autre endroit où habiter. Je ne supporte plus cette ambiance. » Le monde s'est arrêté. J'ai regardé mon fils, cherchant sur ce visage une trace du garçon que j'avais porté, qui se réveillait en criant après un cauchemar et ne se calmait que dans mes bras. J'ai cherché l'homme qui, le jour de sa remise de diplôme, m'avait serré dans ses bras en pleurant et avait dit « Papa, tout ce que je suis, je te le dois. » Je n'ai rien trouvé de tout cela. Je n'ai vu qu'un étranger, un homme que je ne connaissais pas. Quelque chose de très étrange s'est produit en moi à cet instant. Ce n'était pas de la colère, pas de la tristesse immédiate, mais de la paix, une paix glaciale, définitive, comme lorsque vous comprenez enfin une vérité que vous évitez depuis longtemps. J'ai éteint le feu, essuyé mes mains sur mon tablier calmement, et j'ai souri. Ce n'était pas un sourire de joie, c'était le sourire de quelqu'un qui vient de prendre la décision la plus importante de sa vie. « D'accord, François. » Ma voix est sortie ferme, plus ferme que je ne l'aurais cru. J'ai monté les escaliers. Chaque marche semblait peser 1 tonne, mais mes pas étaient décidés. Dans ma chambre, celle que Sylvie avait déjà prévu de transformer en dressing, j'ai tiré la valise de sous le lit. C'est drôle comme je l'avais inconsciemment laissée là, comme si je savais que ce jour allait arriver. Je n'ai gardé que l'essentiel, vêtements, documents, la photo de ma Marie, le chapelet de ma mère. J'ai laissé tout ce qui n'avait pas sa place dans une vie recommencée.
Je suis descendu avec ma valise. François était debout au milieu du salon, pâle. Je crois qu'il ne s'attendait pas à ce que je parte vraiment. Sylvie, depuis le canapé, m'observait avec un petit sourire en coin. Je me suis arrêté à la porte, j'ai regardé autour de moi une dernière fois. Chaque recoin de cette maison racontait mon histoire. Les carreaux de la cuisine que j'avais choisis un par un, la fenêtre du salon que j'avais fait agrandir, le jardin que j'avais planté pierre par pierre les week-ends. J'ai regardé François et, pour la première fois en 67 ans, je n'ai pas ressenti ce besoin douloureux de protéger mon fils de tout. J'ai juste eu pitié de lui, j'ai ouvert la porte et je suis sorti, sans regarder en arrière, sans drame, sans larmes, juste le bruit de ma valise roulant sur le pavé. Et savez-vous ce qui s'est passé une semaine plus tard? 18 appels manqués. Mais ce n'était que le début d'une histoire qu'il n'avait jamais imaginée. Si vous voulez découvrir comment un père, mis à l'écart, a renversé la situation et donné la leçon la plus puissante de sa vie, abonnez-vous à la chaîne, car cette histoire ne fait que commencer. Pendant que le taxi m'emmenait loin de cette maison, j'ai commencé à me souvenir de tout. Ce n'était pas de la nostalgie. C'était plutôt comme si toute ma vie défilait devant moi, montrant exactement où tout avait commencé. J'avais 28 ans quand je suis devenu veuf. 28 ans. François avait à peine 3 ans. Il portait encore des couches la nuit. Il appelait sa mère « Maman Étoile » parce que Marie aimait regarder le ciel nocturne avec lui. C'était un mardi aussi. C'est étrange comme les pires jours de ma vie sont tous arrivés un mardi. Marie était partie tôt pour se rendre à l'hôpital où elle travaillait comme infirmière. Dévouée, travailleuse, honnête. Elle devait revenir pour le déjeuner comme toujours, mais le téléphone a sonné avant midi. C'était l'hôpital, un accident de la route en se rendant au travail. Elle n'avait eu aucune chance. Quand je suis arrivé, c'était déjà trop tard et j'ai découvert autre chose. Marie avait des dettes, beaucoup. Elle me les cachait, essayant de s'en sortir seule. Soudain, je n'étais plus seulement veuf. J'étais veuf et endetté, avec un petit enfant, sans famille à proximité, sans rien d'autre que mes propres mains. Savez-vous ce que vous faites quand le sol s'effondre? Vous apprenez à construire en l'air. J'ai trouvé un travail dans le bâtiment le jour et je faisais de la menuiserie chez moi le soir. Je commençais à 4 heures du matin avant que François ne se réveille. Je fabriquais des meubles sur commande, réparais des objets, construisais des petites structures. Quand François allait à l'école maternelle, je prenais des chantiers supplémentaires. 3 maisons par jour, du lundi au samedi. Le soir, après avoir mis mon fils au lit, je dessinais des plans pour des projets de construction. Mes mains étaient devenues calleuses, rugueuses, mais je ne me suis jamais arrêté. Cela a duré 15 ans. 15 ans à me réveiller dans l'obscurité, à dormir épuisé. 15 ans à économiser chaque centime, à les garder dans une boîte à biscuits sous le matelas, parce que je ne faisais pas confiance aux banques. 15 ans à dire non à tout, cinéma, vêtements neufs, une simple glace au parc. Mais François n'a jamais manqué de rien. Uniforme propre, matériel scolaire complet, goûter dans le cartable. Il étudiait dans une école privée parce que je faisais des travaux chez le directeur en échange d'une réduction. Quand j'ai réuni 45 000 €, j'ai pleuré. J'ai pleuré seul dans la cuisine, comptant cet argent qui sentait la sueur et le renoncement. C'était en 2008. Cet argent valait beaucoup plus à cette époque. J'ai acheté un terrain à la périphérie de la ville. Personne n'en voulait. « C'est trop loin, monsieur Robert, » disait-il. « Ça ne prendra jamais de valeur. » Mais j'y ai vu du potentiel, un avenir. Tous les week-ends, François et moi y allions. Lui, encore enfant, m'aidait à porter des briques. Avec mes compétences en construction, j'ai bâti nous-mêmes les fondations. J'ai appris à faire une chape, à installer la plomberie. Mes mains, déjà calleuses, sont devenues encore plus rugueuses. Mon dos me faisait tellement mal que certaines nuits, je n'arrivais pas à dormir. Mais chaque brique était une victoire. Chaque mur élevé était une promesse. Mon fils aurait un foyer. J'ai mis 4 ans à terminer. 4 ans à suer sous le soleil, à mélanger du ciment, à peindre des murs.
Lorsque nous avons finalement emménagé dans cette maison en 2012, François avait 17 ans. Il m'a serré dans ses bras à la porte et a dit « Papa, tu es l'homme le plus fort que je connaisse. Je n'oublierai jamais tout ce que tu as fait pour moi. » Je l'ai cru. J'ai payé ses études en école d'ingénieur. C'était 1200 € par mois à l'époque. J'ai pris plus de chantiers. J'ai accepté des travaux de nuit. François a obtenu son diplôme en 2017. Il a décroché un excellent emploi, a commencé à bien gagner sa vie, et j'ai continué à vivre dans cette maison. La maison que j'avais construite. La maison qui portait ma sueur dans chaque coin, mon histoire dans chaque mur. Cette maison qui vaut aujourd'hui 850 000 €, parce que le quartier s'est valorisé exactement comme je l'avais prévu. Et c'est de cette maison que mon fils vient de me chasser. C'est drôle comme la vie t'enseigne les leçons les plus dures, n'est-ce pas? Mais il ignorait encore une chose, quelque chose que j'avais gardé en silence toutes ces années. Cette maison avait un secret qui allait bientôt tout changer. Sylvie est entrée dans nos vies un samedi de juin. Je me souviens même des vêtements qu'elle portait. Robe fleurie, talons beaucoup trop hauts pour un barbecue décontracté, parfum si fort qu'on pouvait le sentir de loin. François l'avait rencontré lors d'un événement de son entreprise 3 mois auparavant. Il est rentré à la maison ce soir-là, avec des étoiles dans les yeux, parlant sans arrêt. « Papa, j'ai rencontré une femme incroyable, intelligente, belle, accomplie. » J'ai souri. Bien sûr que j'ai souri. Mon fils était heureux. Quel père ne veut pas voir son fils amoureux? Quand elle est venue dîner pour la première fois, elle a apporté un vin cher et un sourire encore plus cher. Elle m'a embrassé à la porte, m'a appelé « beau papa » avec cette voix trop douce. « François me parle tellement de vous. Vous devez être un homme merveilleux pour avoir élevé un fils aussi exceptionnel. » J'ai voulu la croire, je le jure, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. C'était comme quand vous voyez un bel animal, mais que vous percevez qu'il calcule chaque mouvement, étudiant, planifiant. Pendant le dîner, elle a tout complimenté, la nourriture, la maison, la décoration, mais ses yeux parcouraient les pièces, comme quelqu'un qui fait l'inventaire. J'ai remarqué comme elle touchait le canapé bordeaux du salon, le buffet ancien, les rideaux que j'avais choisis avec soin. Quelle maison charmante, beau papa. Elle a un air bien vintage. Vintage? Ce mot m'a dérangé, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle ne l'avait pas dit avec affection. Elle l'avait dit comme quelqu'un qui identifie quelque chose de dépassé. François n'a rien remarqué. Il flottait, amoureux, aveugle. 6 mois plus tard, il est venu avec la nouvelle. Papa, je vais me marier. Sylvie est la femme de ma vie. Mon cœur s'est serré, mais j'ai avalé ma salive et j'ai serré mon fils dans mes bras. Si tu es heureux, je suis heureux. Le mariage a eu lieu en mars 2021. Grand, luxueux, plein de gens que je ne connaissais pas. Sylvie voulait tout parfait. Traiteur à 60 € par personne, décoration avec des fleurs importées, groupe en direct. François est venu me voir, gêné. « Papa, je sais que c'est beaucoup d'argent, mais... » Je ne l'ai pas laissé terminer. « Combien te faut-il » Il a avalé sa salive. « 68 000 €. J'ai réussi à réunir 40 000, mais il manque le reste. » Je suis allé à la banque le lendemain. J'ai retiré 28 000 € de mon épargne, l'argent que je gardais pour les urgences, pour ma vieillesse, pour les jours de pluie. Je l'ai remis à François. Je veux te voir heureux. C'est tout ce qui compte. Il m'a serré dans ses bras en pleurant. Papa, je te rembourserai, je te le promets. Il ne l'a jamais fait, mais c'était pour son bonheur, n'est-ce pas? Au mariage, Sylvie était radieuse, robe en dentelle française, voile de perles, maquillage impeccable. Elle brillait. Moi, dans mon costume simple, bleu marine, je me suis assis au 2e rang et j'ai essuyé discrètement quelques larmes d'émotion. J'ai pleuré parce que mon petit garçon grandissait, parce que j'avais réussi. Seul contre tout, j'avais élevé un homme bon, éduqué, diplômé, ou du moins c'est ce que je croyais. Les premiers mois ont été tranquilles. Il vivait avec moi. Après tout, la maison avait 3 chambres, beaucoup d'espace.
Sylvie était polie, aidait aux tâches ménagères, faisait des compliments. J'ai pensé, peut-être que je l'ai mal jugée, peut-être qu'elle est vraiment une bonne personne. Mais alors, lentement, les choses ont commencé à changer. D'abord, ce furent des commentaires subtils. « Beau papa, tu ne penses pas que cette nappe est un peu vieille? Tu pourrais la renouveler, non ?» Ou « Ces plantes sur la terrasse rendent tout si encombré. » Ensuite vinrent les suggestions. « François, chéri, on doit moderniser cette maison. Tout est tellement démodé. Tes clients viennent ici parfois. On doit donner une meilleure image. » Je ressentais chaque mot comme une petite coupure, invisible mais douloureuse. Et puis un dimanche matin, j'ai entendu. Ils étaient dans leur chambre, porte entr'ouverte. La voix de Sylvie sonnait irritée. « François, cette maison ressemble à un musée de pauvres, meubles vieux, décorations années 80. Ce canapé horrible, comment as-tu pu vivre comme ça ?» Je me suis figé dans le couloir. Je tenais le panier de linge propre, encore chaud, fraîchement sorti de l'étendoir. François a ri doucement, gêné. « Ah, mon amour, mon père aime ces vieilles choses. Elles ont une valeur sentimentale. » La valeur sentimentale ne paie pas les factures et n'impressionne personne. J'ai senti ma poitrine se serrer, mais je n'ai rien dit. J'ai continué vers ma chambre, fermé la porte et me suis assis sur le lit. J'ai regardé autour de moi. Chaque objet ici avait une histoire, mais pour elle, ce n'était que de la vieillerie. C'est à ce moment que j'ai compris que Sylvie n'était pas entrée dans nos vies par amour. Elle y était entrée par ambition. Et ce n'était que le début. La transformation de la maison a commencé 2 mois après cette conversation, mais elle n'a pas été brutale. C'était comme un poison lent qui tue petit à petit sans que vous vous en rendiez compte. D'abord, ce fut le canapé. Ce canapé Bordeaux que j'avais acheté en 2013, payé en 12 fois sans frais. Je me souvenais du jour où il était arrivé. François m'avait aidé à le déballer. Nous l'avions installé ensemble dans le salon. C'est magnifique, papa, il s'accorde parfaitement. Un samedi ordinaire, je suis revenu du marché et il n'était tout simplement plus là. À sa place, un canapé blanc, minimaliste, moderne, inconfortable. On aurait dit un canapé de cabinet médical, pas de maison. Où est le canapé ? Ma voix est sortie tremblante. Sylvie était sur son téléphone, ongles rouges glissant sur l'écran. Elle n'a même pas levé les yeux. On l'a donné, beau papa. Il était trop vieux. Celui-ci est mieux, plus épuré. La maison a besoin de respirer. Respirer ? Comme si la maison suffoquait, comme si j'étouffais la maison. François est entré en portant des sacs de courses. « Tu aimes, papa ? Sylvie l'a choisi. C'est moderne, non ?» J'avais envie de crier. Je voulais dire que ce canapé avait une histoire, que je m'y asseyais chaque soir pour regarder les séries, que c'était l'endroit où François posait sa tête sur mes genoux quand il avait mal à la tête. Mais j'ai juste hoché la tête. C'est joli. Mensonge. C'était froid. La semaine suivante, ce fut mon atelier de menuiserie. J'avais transformé la plus petite chambre de la maison en un petit atelier. Mes outils, des étagères organisées avec du bois, des projets à moitié terminés. C'était mon refuge, l'endroit où je me sentais encore productif, utile. Je suis revenu d'une consultation médicale et la porte était verrouillée. J'ai trouvé ça étrange. J'ai frappé. Sylvie a ouvert avec un sourire. « Oh, beau papa, j'ai oublié de te prévenir. Nous allons transformer cette chambre en dressing. J'ai déjà engagé le menuisier. Les travaux commencent la semaine prochaine. » Mon cœur s'est emballé. Mais mes affaires, j'ai tout rangé dans le box de stockage de l'immeuble de François. Tout est là-bas. Ne t'inquiète pas. Box de stockage. Mes souvenirs, mon travail, mon identité, dans un box de stockage. Sylvie, c'était mon espace. Elle a soupiré comme quelqu'un qui perd patience avec un enfant têtu. « Robert, tu ne travailles même plus le bois autant, et nous avons besoin de cette chambre. Il n'y a pas assez d'espace pour nos vêtements. Nos vêtements dans ma maison. Je suis allé me plaindre auprès de François en fin de journée. Il était fatigué, sur son ordinateur portable, front plissé. « Papa, ce n'est qu'une chambre. Tu peux travailler dans le garage si tu veux. » François, c'était mon espace,
mon seul petit coin. Il a fermé son ordinateur avec un lourd soupir. « Papa, s'il te plaît, Sylvie essaie juste de rendre la maison plus organisée. N'en fais pas une guerre. Ce n'est qu'une chambre. Je n'ai plus jamais travaillé le bois. Ensuite, ce furent les plantes, mon jardin. J'avais cultivé chacune avec la patience des années. Les rosiers que j'avais plantés quand François avait 10 ans, les lys qui venaient des boutures de mon voisin Monsieur Lambert, la menthe qui poussait fort dans le parterre de devant. Je suis revenu du marché et elles avaient toutes été arrachées. À leur place, des pierres blanches décoratives et des succulentes dans des pots géométriques. C'est plus propre, non, beau papa? Moins de mauvaises herbes, plus de design. Mauvaises herbes. Elle a appelé mes plantes des mauvaises herbes. Mais le pire était encore à venir. La guitare de Marie a disparu. Elle était rangée dans l'armoire du salon, dans son étui d'origine. C'était la seule chose qu'il restait d'elle. Je ne jouais pas, mais parfois, j'ouvrais l'étui juste pour sentir l'odeur du bois vieilli, toucher les cordes, me souvenir d'elle chantant lors des dimanches en famille. « Sylvie, où est la guitare ?»« Oh, ça, je l'ai donnée à un projet social. Elle était là, inutilisée. Quelqu'un en profitera mieux. » J'ai senti mes jambes faiblir. « Tu n'avais pas le droit. » Robert, c'était des vieilleries qui prenaient de la place. La maison est beaucoup plus légère maintenant. Légère, comme si le poids était mauvais, comme si le souvenir était un fardeau. Les anciennes photos du mur ont aussi été enlevées. Tout est sur une clé USB, beau papa, c'est plus pratique. Pratique. Invisible, effacé. J'étais en train d'être effacé de ma propre maison, lentement, systématiquement, et mon fils ne voyait rien. Ou pire, il voyait, mais choisissait d'ignorer. La nuit, allongé sur mon lit, je regardais le plafond et ne reconnaissais plus rien autour de moi. Tout était différent, blanc, froid, impersonnel. J'étais un étranger dans la maison que j'avais construite de mes propres mains. Et le pire, c'est que ce n'était que le début, parce que bientôt, très bientôt, Sylvie allait exiger bien plus que mes objets. Elle allait vouloir ma dignité. Le changement a été si progressif que j'ai à peine remarqué quand j'ai cessé d'être le propriétaire de la maison pour devenir l'employé. Cela a commencé par de petites demandes, presque innocentes. « Beau papa, puisque tu vas laver ta vaisselle, lave aussi ces tasses. » Je suis en retard pour le salon. « Robert, répare cette étagère pour moi. Tu as déjà les outils de sortie de toute façon. Tu peux tondre la pelouse ? Je suis en pleine réunion en ligne. » Je le faisais, bien sûr que je le faisais. J'ai toujours été du genre à aider, à être disponible. Mais les demandes ont grandi, se sont multipliées, se sont transformées en exigences. Un jour, je suis descendu prendre un café et j'ai trouvé un papier sur le réfrigérateur. Une liste écrite de l'écriture soignée de Sylvie, fixée avec un aimant décoratif. Tâche, Robert 7 heures. Café, prêt, 8 heures. Jardin entretenu, 10 heures. Salle de bain nettoyée, 12 heures. Déjeuner sur la table, 14 heures. Réparation dans la maison, 18 heures. Dîner prêt. 20 heures, cuisine rangée. Je suis resté à regarder ce papier. Je lisais et relisais comme si les mots allaient changer de sens. Mais ils ne changeaient pas. François est entré en bâillant, a pris un café, a vu mon expression. « Qu'est-ce qu'il y a, papa ?» J'ai pointé la liste. Ma voix est sortie rauque. « Ça !» Il a haussé les épaules. « Ah, Sylvie essaie juste de mieux organiser la routine de la maison. C'est bien, non? Tout est plus structuré. » François, c'est une liste de tâches, comme si j'étais... « Quoi, papa ?» Il m'a regardé avec impatience. « Tu vis ici, non? Tout le monde aide aux tâches, c'est juste. » Juste. Ce mot a résonné dans ma tête toute la journée, et comme je l'ai toujours fait, j'ai avalé ma salive et j'ai obéi. Parce que je ne voulais pas de conflit, parce que j'avais peur de perdre mon fils, parce qu'au fond, une partie de moi croyait encore que c'était temporaire. Mais ce ne l'était pas. Les semaines ont passé et la liste s'est allongée. Laver la voiture, arroser les nouvelles plantes, nettoyer les vitres, réparer les petites choses. Moi qui avais construit cette maison brique par brique, je nettoyais maintenant la salle de bain à horaire fixe.
Le pire est arrivé un samedi soir. Sylvie a décidé d'organiser un dîner avec ses amis. 5 femmes pleines de parfums chers, ongles faits, rire fort. Elles se sont assises dans le salon sur le canapé blanc que je détestais. Et Sylvie m'a appelé. « Robert, apporte plus de vin aux filles. » J'ai pris la bouteille du réfrigérateur, servi chacune. Elles ne m'ont même pas regardé. Elles parlèrent de voyage à Cannes, de spa, de botox. « Robert, ces amuse-bouches sont finis. Fais-en d'autres, s'il te plaît. » Je suis retourné à la cuisine. J'ai préparé plus de toasts avec du pâté. Quand je les ai apportés, une des amies a dit à voix haute « Sylvie, quelle chance tu as d'avoir un majordome comme ça, toujours disponible. » Majordome. Elle m'a appelé majordome. Sylvie a ri. Oui, ça m'épargne beaucoup de travail. J'ai senti mon visage brûler, mais je n'ai rien dit. Je suis retourné à la cuisine, j'ai appuyé mes mains sur l'évier, j'ai respiré profondément. Quand elles sont parties, il était presque minuit. Le salon était un chaos, verres vides, serviettes froissées, miettes partout. Je suis allé me coucher, je me suis réveillé tôt le dimanche et l'évier était plein de vaisselle sale, un mot sur le plan de travail. Je pensais que tu aimais tout garder propre. Bisous. J'ai tout lavé. Chaque verre, chaque assiette, les mains tremblantes de colère contenues. François est apparu en fin de matinée. « Papa, où est mon déjeuner? J'ai faim. » J'ai regardé mon fils, que j'ai élevé, que j'ai nourri, que j'ai porté. Maintenant, il me réclamait le déjeuner comme on réclame à un serveur. C'est presque prêt, ça ne tarde pas. Je sors avec Sylvie à 14 heures. Pas même un, s'il te plaît, pas même un merci. Ce soir-là, j'ai préparé mon assiette et je suis allé manger dans la cuisine. Je me suis assis sur le tabouret près de la cuisinière, seul. J'entendais leur rire dans le salon pendant qu'ils regardaient un film. Je n'étais plus le bienvenu à table. Je n'étais plus partie de la famille. J'étais juste l'homme qui cuisinait, nettoyait et disparaissait. Je suis allé me coucher tôt, j'ai fermé la porte de ma chambre à clé, je me suis assis au bord du lit, et pour la première fois en 40 ans, j'ai laissé les larmes couler. J'ai pleuré en silence. Parce que si j'avais fait du bruit, ils m'auraient peut-être demandé d'arrêter, comme si même ma douleur les dérangeait. Et pendant que je pleurais, une question martelait dans ma tête. Comment ai-je pu laisser les choses aller aussi loin? Mais la réponse, je la connaissais déjà. J'ai laissé faire parce que j'aimais, parce que j'avais peur de perdre, parce que j'ai cru que l'amour d'un père signifiait tout accepter. Sauf qu'il y a des choses qu'aucun amour ne devrait accepter. Et j'étais proche, très proche de découvrir ma limite. C'est un mercredi après-midi que ma vie a changé pour toujours. Ou plutôt, c'est quand j'ai enfin compris ce qui se passait vraiment. J'étais allé au supermarché acheter des choses pour le dîner. Sylvie avait demandé du saumon frais. Elle avait invité le patron de François. Ça doit être impeccable, Robert. C'est important pour sa carrière. Je suis rentré plus tôt que prévu. Le supermarché était vide, petite file d'attente. Je suis entré dans la maison et j'ai entendu des voix dans leur chambre. La porte était entr'ouverte, pas fermée. J'allais passer tout droit, mais une phrase m'a figé dans le couloir. « François, ton père doit quitter cette maison rapidement. » La voix de Sylvie sonnait irritée, impatiente. Je n'en peux plus de le voir se promener ici comme s'il possédait quelque chose. Mon cœur a commencé à battre plus fort. Je suis resté paralysé, tenant les sacs de course. « Sylvie, je sais que c'est difficile, mais il n'a nulle part où aller. » La voix de mon fils sonnait fatiguée, résignée. Son problème, François. On se tue au travail, on paie les factures, et il est ici à profiter. Tu ne vois pas? Il vit à nos frais. J'ai senti le sol disparaître. À leurs frais dans ma maison, avec l'argent que j'avais économisé, la sueur que j'avais versée. Et il y a autre chose. La voix de Sylvie est devenue basse, calculatrice. J'ai fait des recherches. Cette maison est seulement à son nom. Toi, son fils qui a vécu ici toute ta vie, tu n'as rien. Absolument rien. Silence. Un silence lourd. Et alors? François a demandé sans conviction. Et alors que s'il meurt demain ou décide de donner ça à une église de fanatiques, tu n'auras rien.
nous n'aurons rien. Mon sang s'est glacé. Tu dois obtenir une procuration, le convaincre de signer. Ensuite, on transfère la propriété à ton nom et c'est réglé. Là, on pourra faire ce qu'on veut, vendre, louer, vraiment rénover. Sylvie, c'est lourd. Ce qui est lourd, c'est qu'on vive à sa merci. Regarde la taille de cette maison, François. Elle vaut presque 1 million d'euros et elle est là gâchée avec une décoration de pauvre. On pourrait être riche. Un autre silence. Et après avoir obtenu le transfert, la voix de François est sortie faible. Il était en train de considérer la chose. Mon fils était vraiment en train de considérer. Alors, on lui trouve un petit endroit, un petit appartement, pas cher. Il se débrouille. Il a une retraite, non? Non, il n'en a pas. S'il n'en a pas, c'est son problème. Il aurait dû y penser avant d'être aussi encombrant. Mes jambes ont commencé à trembler. Je me suis appuyé contre le mur pour ne pas tomber. Les sacs ont glissé de mes doigts, mais j'ai réussi à les rattraper avant de faire du bruit. Je ne sais pas, Sylvie. François a hésité, mais il a hésité. Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit jamais. Il a juste hésité. Réfléchis bien, mon amour. Avec cet argent, on achète un appartement dans le centre, moderne. On triple notre niveau de vie. Et lui, il a déjà vécu. Il a déjà eu son tour. Maintenant, c'est notre tour. Je n'ai pas attendu d'en entendre davantage. J'ai descendu les escaliers au ralenti, comme si je flottais. J'ai posé les sacs dans la cuisine, mains tremblantes, cœur battant. Je suis monté dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis assis sur le lit. J'ai respiré profondément. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et alors quelque chose d'étrange s'est produit. La tristesse que je m'attendais à ressentir n'est pas venue, la douleur n'est pas venue. Ce qui est venu, c'est la clarté, froide, cristalline, définitive. J'avais été naïf, idiot. J'avais cru que l'amour familial était inconditionnel, que le sang signifiait loyauté. Je m'étais annulé, diminué, acceptant humiliation après humiliation, parce que je ne voulais pas créer de problème. Et maintenant? Maintenant, je découvrais que ce n'était pas seulement du manque de respect, c'était un plan, une arnaque. Il voulait tout me prendre et me jeter comme un déchet. J'ai pris mon téléphone, cherché dans les contacts un nom que je n'avais pas vu depuis des mois. Maître Paul Durand, mon ami depuis l'époque du lycée, avocat à la retraite, une des rares personnes en qui j'avais vraiment confiance. J'ai envoyé un message. « Paul, j'ai besoin de ton aide. Urgent. Peux-tu me recevoir demain ?» La réponse est venue en quelques secondes. « Bien sûr, mon vieux. Dans mon bureau. Tout va bien ? Maintenant, ça va aller. » Ce soir-là, j'ai préparé le dîner comme toujours. Saumon grillé, riz au safran, légumes à la vapeur. J'ai mis la table. J'ai servi le patron de François. J'ai souri. J'ai été poli. Sylvie me regardait avec supériorité. François évitait mon regard. Mais j'étais calme. Pour la première fois depuis des mois, j'étais absolument calme. Parce que maintenant, j'avais un plan aussi. Et contrairement au leur, mon plan avait une chose que le leur n'avait pas, la justice. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 6 heures, comme toujours, mais cette fois, c'était différent. J'avais dormi profondément pour la première fois depuis des semaines, l'esprit clair, décision prise. Je suis allé au cabinet de Maître Durand à 10 heures précises. Il m'a reçu avec un café serré et ce regard aiguisé de quelqu'un qui a vu beaucoup de choses dans la vie. J'ai tout raconté, chaque détail, chaque humiliation, la conversation que j'avais entendue. Paul est resté silencieux pendant quelques secondes, puis a soupiré profondément. « Robert, je vais être direct. Ils n'ont aucun droit légal sur ta maison. Aucun. Mais tu dois te protéger maintenant. » Il a ouvert un dossier. « Nous allons faire 3 choses aujourd'hui même. Premièrement, un testament blindé. Deuxièmement, une déclaration de propriété exclusive enregistrée chez le notaire. Troisièmement, tu vas faire des copies de toutes les preuves que tu as construites et entretenues cette maison seule. Et s'ils essaient de me forcer à signer quelque chose, tout document signé sous la contrainte est nul. Mais Robert, il a serré ma main.
Es-tu prêt pour les conséquences? Parce que quand tu te protégeras, ils vont réagir. Je sais. Ma voix est sortie ferme. Et je suis prêt. Nous avons passé 3 heures dans ce bureau. J'ai signé des papiers, tout enregistré. Quand je suis parti, j'avais dans mon sac des documents qui protégeaient mon patrimoine. Et plus encore, Paul m'avait offert sa chambre d'amis. Quand tu en auras besoin, viens simplement. Je suis retourné à la maison en fin d'après-midi. La décision était prise, mais je n'allais pas simplement partir. J'allais attendre le bon moment, le moment où il se montrerait complètement. Ce moment est arrivé 3 jours plus tard. C'était dimanche, je préparais le déjeuner. Pâtes à la bolognaise, le plat préféré de François depuis l'enfance. La cuisine sentait l'ail et le basilic. Je remuais la sauce quand Sylvie est entrée. Elle a goûté la farce que j'avais préparée et fait cette expression de dégoût que je connaissais si bien. « Robert, c'est horrible, sans goût. On dirait de la nourriture pour chien. » Elle a jeté la cuillère dans l'évier avec force. « Tu ne sais vraiment plus rien faire correctement. » J'ai éteint le feu, j'ai respiré profondément. « Sylvie, cette farce est assaisonnée comme elle l'a toujours été. Si tu n'aimes pas, ne mange pas. » Elle a écarquillé les yeux. Elle n'était pas habituée à la réplique. « Comment? Tu me réponds maintenant? Je dis que si tu n'aimes pas ma cuisine, tu es libre de cuisiner la tienne. » C'est à ce moment que François est entré. Cheveux en désordre, visage endormi. Sylvie a couru vers lui comme une enfant qui va se plaindre. « Chérie, tu vois, ton père me manque de respect. J'ai juste fait un commentaire et il m'a répondu avec insolence. » François m'a regardé, fatigué, irrité, excédé. Et alors est venue la phrase que je savais qui allait arriver, la phrase que j'attendais. « Papa, ça suffit. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de cette tension, de cette atmosphère pesante, de toi qui crée des problèmes pour tout. » Il s'est passé la main sur le visage. « Je vais être très clair maintenant. Soit tu arrêtes toute cette obstination, tu acceptes que les choses ont changé ici. Tu obéis aux règles de Sylvie et tu arrêtes de créer des problèmes. Soit tu prends tes affaires et tu cherches un autre endroit où vivre, parce que je n'en peux plus. Décide maintenant. » Le monde est devenu silencieux. J'ai regardé mon fils. J'ai cherché dans ses yeux une trace du garçon que j'avais porté dans les nuits, de l'adolescent qui pleurait sur mon épaule quand une fille le rejetait, du jeune homme qui avait juré qu'il ne m'abandonnerait jamais. Je n'ai rien trouvé. Je n'ai vu qu'un homme que je ne connaissais pas, un étranger portant le visage de mon fils. Et à ce moment-là, quelque chose s'est libéré en moi. J'ai souri. Un petit sourire tranquille. « D'accord, François. » Il a cligné des yeux, confus. Sylvie aussi. Je pense qu'il s'attendait à des supplications, du désespoir. J'ai essuyé mes mains sur le torchon, retiré mon tablier calmement, l'ai accroché au crochet. Je vais chercher mes affaires. J'ai monté les escaliers. Chaque marche était une libération. J'ai tiré la valise de sous le lit, la même que j'avais préparée des jours avant, sachant que ce moment viendrait. Vêtements, documents, la photo de Marie, le chapelet de ma mère. Ce qui importait le plus tenait dans une valise. Je suis descendu. François était au milieu du salon, pâle. Je crois que finalement, il avait réalisé ce qu'il avait fait. Sylvie, sur le canapé, essayait de dissimuler un sourire. Je me suis arrêté à la porte, j'ai regardé autour de moi une dernière fois. Chaque brique, chaque mur, chaque coin avait mon histoire, ma sueur, ma vie, mais n'avait plus mon avenir. J'ai regardé François. « Prends bien soin de la maison, tu en auras besoin. » Il a froncé les sourcils sans comprendre. J'ai ouvert la porte et je suis sorti. Le soleil de l'après-midi frappait mon visage. La rue était calme. J'ai marché jusqu'au coin de la rue en portant ma valise. Je n'ai pas regardé en arrière une seule fois. J'ai appelé Paul. « Je viens. Je t'attends avec le café prêt. » Et pendant que le taxi m'emmenait, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La paix, parce que parfois, perdre tout est la seule façon de retrouver sa dignité. Les 2 premiers jours ont été un silence absolu. Aucun appel, aucun message, rien.
J'étais chez Paul, dans une chambre simple mais confortable, avec une odeur de tabac et la lumière naturelle entrant par la fenêtre. Il n'a pas posé de questions intrusives, m'a simplement serré l'épaule et a dit « Reste le temps dont tu as besoin ». Le deuxième soir, en prenant un whisky sur la terrasse, Paul a commenté « Tu sais ce qui va se passer maintenant, n'est-ce pas ? Quand la poussière retombera, ils vont se rendre compte. » Se rendre compte de quoi ? De tout ce que tu faisais, tout ce que tu étais, tout ce que tu soutenais, sans qu'ils le remarquent. Il avait raison. Le troisième jour, mon téléphone a sonné pour la première fois. C'était François. J'ai laissé aller sur la messagerie. Il n'a pas laissé de message, mais je savais ce qui se passait là-bas, parce que je connaissais cette maison. Je connaissais chaque détail, chaque besoin, chaque dépense. Et il le découvrait de la manière la plus dure. Paul avait un ami qui vivait dans la même rue que la maison. Monsieur Dubois, curieux comme tout voisin de quartier, m'a appelé le 4e jour. « Robert, mon vieux, quel désordre se passe dans ta maison ?» Sylvie est passée ici me demander de lui apprendre à faire fonctionner le système de chauffage. « Le chauffage, Robert ? La fille ne sait même pas ça. » J'ai presque ri. Presque. Et autre chose, j'ai vu François sortir tôt pour acheter du pain. Il est revenu avec du pain rassis parce qu'il ne sait pas choisir. La maison est un chaos, mon vieux. Hier même, j'ai vu des ordures accumulées sur le trottoir parce qu'ils ont oublié le jour de la collecte. Chaque information était une confirmation. Ils se noyaient. Au 5e jour, les appels ont augmenté. 3, 5, 7 appels manqués. Le 6e jour, j'ai reçu un message de François. « Papa, je dois te parler, s'il te plaît. » Je n'ai pas répondu. C'est alors qu'est arrivée la première facture. Monsieur Dubois me l'a raconté. « Robert, tu peux croire que l'électricité a fait plus de 800 €. J'ai entendu Sylvie crier sur François dans le garage. Elle pensait que la facture serait au maximum de 200 €. 890 € pour être exact. J'avais toujours payé cette facture, tous les mois, ponctuellement. Il ne savait même pas que je payais. Puis 20 lots, 340 €, Internet 189. Les frais de copropriété dont il n'avait jamais su l'existence, parce que la maison faisait partie d'un lotissement fermé. 220 € de gaz, 160. Rien qu'en facture de base, plus de 1700 € que je payais seul chaque mois sans me plaindre. Le 7e jour, Monsieur Dubois a appelé en riant. « Mon vieux, le supermarché n'accepte plus le compte de crédit de Sylvie. Elle a essayé d'acheter à crédit et a été refusée. Je l'ai vue revenir avec 2 sacs misérables, viande de second choix, ces choses-là. Et tu sais le pire ? Quoi ? Elle ne sait pas cuisiner. Elle a brûlé le riz, Robert. Toute la maison sentait le brûler. Françoise est rentrée du travail et il n'y avait pas de dîner prêt. Ils ont mangé des nouilles instantanées. Des nouilles instantanées. L'ingénieur bien établi dînant de nouilles instantanées parce que sa femme ne savait même pas faire du riz. Le 8e jour, les appels sont devenus du désespoir. 15 appels manqués en une seule journée. Des messages ont commencé à arriver. « Papa, s'il te plaît, réponds, nous devons parler, ne fais pas ça. » Mais c'est le 9e jour que tout s'est effondré complètement. Une lettre est arrivée, accusée de réception, l'écriture ferme et officielle d'un avocat. Paul avait envoyé une notification extrajudiciaire, exigeant que François et Sylvie quittent la propriété sous 30 jours. Après tout, ils n'avaient aucun droit légal d'être là. Ils n'en avaient jamais eu. Monsieur Dubois m'a appelé presque immédiatement. « Robert, quelle guerre !» François est rentré du travail, a ouvert la lettre et est devenu blanc. Blanc, Robert. Sylvie a commencé à crier. « Il ne peut pas faire ça. On vit ici. C'est inhumain. » Et François ne faisait que répéter « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Il a fait une pause dramatique. « Et il y a plus. » Une autre lettre du notaire est arrivée. « Quelle lettre, monsieur Dubois? Est-ce vrai? Tu as fait un testament laissant la maison à une association caritative? » Oui, c'était vrai. Chaque centime, chaque brique, chaque mètre carré de cette maison que j'avais construite de mes propres mains irait à une association qui accueillait des personnes âgées
abandonnés par leur famille. Ironique, non? Sylvie est hors d'elle. Elle parle de porter plainte, de contester, mais François est fini, Robert. Je l'ai vu pleurer dans le garage hier soir, pleurer comme un enfant. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté à regarder le jardin de la maison de Paul. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de rose. Paul s'est assis à côté de moi. Comment te sens-tu? J'ai beaucoup réfléchi avant de répondre, vide mais soulagé. Il va venir te chercher, tu le sais, n'est-ce pas? Je sais. Et que vas-tu faire? J'ai respiré profondément. Je vais écouter, mais je ne vais pas revenir en arrière, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas de retour, des mots qui ne peuvent pas être défaits, des choix qui ont des conséquences. Et pour la première fois de ma vie, ce n'est pas moi qui vais les assumer seul, c'est à leur tour d'apprendre. Au 10e jour, le désespoir a frappé à la porte. Littéralement, j'aidais Paul à ranger des livres quand la sonnette a retenti. Il est allé répondre et est revenu avec une expression sérieuse. « C'est François, il veut te parler. » Mon cœur s'est accéléré, mais ma voix est sortie ferme. « Dis-lui de partir. » Robert, il pleure à la porte. Quelque chose en moi a tremblé, mais je n'ai pas cédé. Je ne veux pas lui parler, pas maintenant. Paul est retourné, j'ai entendu des voix étouffées. Quand il est revenu, il portait une enveloppe froissée. Il a laissé une lettre et a dit qu'il attendrait le temps nécessaire. J'ai regardé l'enveloppe. Mes doigts tremblaient, mais je ne l'ai pas ouverte. Pas à ce moment-là. Je l'ai posée sur ma table de chevet et j'ai essayé de continuer la journée. Mais le soir, seul dans ma chambre, je l'ai ouverte. L'écriture tremblante, précipitée de mon fils, occupait 3 pages. Des taches qui semblaient être des larmes brouillaient certains mots. « Papa, j'ai tout gâché. Je sais, je n'ai pas d'excuses. J'ai été aveugle, égoïste, ingrat. J'ai laissé Sylvie tout prendre en charge, me prendre en charge. Je n'ai pas vu combien tu faisais, combien tu soutenais seul. Je t'ai expulsé de ta propre maison, de la maison que tu as construite. Je ne mérite ni ton pardon, ni ta présence, mais tu dois savoir. Je me noie sans toi. Et ce n'est pas pour la maison, c'est pour toi, pour mon père. S'il te plaît, donne-moi une chance de réparer ça. » J'ai plié la lettre lentement, l'ai remise dans l'enveloppe et je n'ai pas pleuré parce que certaines blessures sont trop profondes pour les larmes. Au 12e jour, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait appuyer sur le bouton vert. « Allô, monsieur Robert ?» Une voix masculine, formelle. Je suis maître Antoine Martin, avocat, représentant François Durand et Sylvie Moreau. Je voudrais organiser une réunion pour discuter d'un accord à l'amiable concernant la propriété. J'ai raccroché, j'ai bloqué le numéro. Sylvie était allée loin, avait engagé un avocat, mais elle ne comprenait pas une chose. J'avais la loi de mon côté, et plus important encore, j'avais la vérité. Paul a confirmé le lendemain. Ils n'ont aucune base, Robert. La propriété est à ton nom depuis toujours. Tu l'as construite, payée, entretenue. Ils sont des occupants sans droit légal. La notification est valide. S'ils ne partent pas dans 30 jours, on ira en expulsion. Et le testament est enregistré, reconnu et irrévocable. Même si tu mourais demain, cette maison ira à l'association. Ils ne peuvent pas revenir en arrière. Cette nuit-là, M. Dubois m'a appelé avec plus de nouvelles. « Robert, le désordre est incroyable. » Sylvie essaie de vendre les choses de la maison, a mis une annonce pour la télévision, le réfrigérateur, même la machine à laver. Mais un huissier de justice est apparu et a tout scellé. Il a dit qu'elle ne pouvait pas vendre les biens d'autrui. Tu aurais dû voir sa tête. Je n'ai pas pu retenir un sourire amer. Et François? Ah, mon vieux, François est détruit. Il manque le travail. J'ai entendu le voisin d'à côté dire qu'on l'avait vu revenir l'après-midi, avec l'air de quelqu'un qui a été licencié ou averti. Sylvie le blâme pour tout. Hier, j'ai entendu des cris jusqu'à 2 heures du matin. Le 15e jour, le téléphone a sonné 18 fois. 18 appels de François en une seule journée, chacun plus désespéré que l'autre. Les messages arrivaient aussi sans arrêt. « Papa, pour l'amour de Dieu, papa, écoute-moi juste une fois.
Je mérite tout ça, mais s'il te plaît, donne-moi une chance. Papa, je t'aime. Je n'aurais jamais dû laisser les choses en arriver là. Sylvie est partie. Elle est retournée chez ses parents. Je suis seul ici, tu comprends? Seul, comme tu l'as été. Ce dernier message m'a frappé en pleine poitrine, parce que c'était vrai. J'avais été seul, complètement seul, abandonné par le fils que j'avais élevé, humilié dans ma propre maison, et maintenant c'était son tour de sentir. Au 18e jour, Paul est venu me parler sérieusement. « Robert, tu dois décider. Soit tu lui parles, soit je poursuis la procédure d'expulsion. Les 30 jours sont presque finis. Il doit quitter la propriété. Et si tu lui parles, c'est à moi de voir. Mais écoute, Robert, tu peux pardonner, tu peux même reconstruire la relation, mais jamais, jamais ne reviens sur tes décisions de protéger ton patrimoine. Tu comprends, ce n'est pas négociable. Je suis resté silencieux pendant longtemps. Finalement, j'ai pris mon téléphone, tapé un message court. Demain, 15 heures, café de la place centrale, seul. La réponse est venue en quelques secondes. J'y serai. Merci, papa. Merci. Paul m'a regardé avec inquiétude. Tu es sûr? Non. Mais je dois le faire. Je dois le regarder dans les yeux et dire tout ce qui doit être dit. Et s'il te demande de revenir? J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était clair, sans nuages. Alors il découvrira que certaines portes, quand elles se ferment, ne s'ouvrent plus de la même façon, parce que le pardon ne signifie pas oublier, et la reconstruction ne signifie pas revenir à ce qui était avant. Cela signifie commencer de zéro, s'il est prêt à cela, et seul le temps le dira. Je suis arrivé au café 15 minutes avant l'heure convenue. J'ai choisi une table au fond près de la fenêtre. J'ai commandé un café noir serré. Mes mains tremblaient légèrement tenant la tasse. Paul avait insisté pour m'accompagner, mais j'ai refusé. C'était quelque chose que je devais faire seul. À 15 heures précises, François est entré et j'ai failli ne pas le reconnaître. Mon fils était méconnaissable, cernes profondes, barbe non rasée, vêtements froissés. Il avait beaucoup maigri. La chemise, autrefois ajustée, pendait maintenant aux épaules. Il m'a vu et s'est arrêté, comme s'il rassemblait son courage pour faire un pas de plus. Il a marché lentement vers la table, s'est assis en face de moi sans rien dire dans un premier temps. Il m'a juste regardé et alors ses yeux se sont remplis de larmes. « Papa !» Sa voix est sortie brisée. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je l'ai juste observé. Cet homme, détruit devant moi, était le même qui, 3 semaines auparavant, m'avait lancé un ultimatum dans ma propre cuisine. « Tu as demandé à parler? Alors parle !» Ma voix est sortie plus froide que je ne l'aurais pensé. Il a avalé sa salive, essuyé les larmes avec le dos de sa main. Je ne sais même pas par où commencer. Pardon, c'est peu. Pardon ne paie pas ce que j'ai fait, ce que j'ai laissé arriver. Non, cela ne paie pas vraiment. Papa, j'ai été un aveugle, un idiot complet, Sylvie. Elle m'a manipulé, m'a convaincu que tu étais le problème, que tu dérangeais notre vie. Et j'ai cru. J'ai cru parce que c'était pratique, parce que c'était plus facile de te blâmer que de voir qui elle était vraiment. Et qui était-elle, François? Il a fermé les yeux. Une arnaqueuse, une intéressée. Elle ne m'a jamais aimé. Elle a aimé l'idée de ce que je pouvais lui donner. Statut, confort, argent et principalement cette maison. Sa voix est devenue amère. La maison que tu as construite seule pendant que j'étais enfant. La maison qui vaut une fortune aujourd'hui. Elle voulait tout et j'allais la laisser prendre. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine, mais j'ai gardé une expression neutre. Et qu'est-ce qui a changé? Tout a changé quand tu es parti. Il a regardé ses propres mains. Le premier jour, j'ai cru que ce serait un soulagement. Sans conflit, sans tension. Sylvie a célébré, a dit que nous étions enfin libres. Il a fait une pause, la voix étranglée. Mais le deuxième jour, je me suis réveillé et il n'y avait pas de café prêt. Ça semble idiot, non? Mais tu faisais toujours du café. Toujours, depuis que je me souviens. Et soudain, il n'y en avait pas. Puis j'ai réalisé que le réfrigérateur était vide. Tu faisais toujours les courses. Je ne savais même pas dans quel supermarché tu allais. Continue. Les factures ont commencé à arriver. Papa, je n'avais aucune idée.
Je n'avais aucune idée de combien cela coûtait d'entretenir cette maison. Électricité, eau, internet, gaz, charges de copropriété dont je ne savais même pas l'existence. Tu payais tout, tout. Et je ne t'ai jamais demandé si tu avais besoin d'aide. Des larmes coulaient librement sur son visage. Maintenant, la maison est un chaos. Sylvie ne savait même pas faire fonctionner le chauffage. Elle brûlait la nourriture, laissait la vaisselle s'accumuler. Nous nous disputions tous les jours. Et puis cette lettre est arrivée. Il m'a regardé avec désespoir. La notification. Et c'est là que j'ai vraiment réalisé. Cette maison n'était pas ma maison. Elle ne l'a jamais été. C'était la tienne. Elle a toujours été à toi seul. Et je t'avais mis dehors. Je t'avais expulsé de la maison que tu avais construite de tes propres mains. Et le testament? Ma voix était ferme, mais mon cœur battait fort. Le testament m'a détruit. Il a sangloté. Tu as préféré tout laisser à des inconnus plutôt qu'à moi. Et tu avais raison, 1000 fois raison. Je ne méritais rien. Rien. François a couvert son visage de ses mains. Ses épaules tremblaient. Sylvie est devenue folle. Elle a essayé de me convaincre de te poursuivre, de contester le testament, de t'accuser de sénilité. Quand j'ai refusé, quand j'ai dit que tu avais parfaitement raison, elle m'a traité de faible, d'idiot. Elle a dit que j'avais jeté la plus grande opportunité de notre vie et elle est partie. Elle a simplement fait ses valises et elle est partie. Et toi, je suis resté seul dans cette énorme maison vide, pleine de tes souvenirs. Et j'ai compris, j'ai tout compris. Chaque coin de cette maison criait ton nom, ton sacrifice, ton histoire. Et je t'avais jeté comme si tu ne valais rien. Il a tendu la main sur la table, mais ne m'a pas touché. Papa, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma femme, j'ai perdu ma maison, je suis sur le point de perdre mon travail. Mais rien de tout cela n'importe. Rien, parce que je t'ai perdu. Et c'est la seule chose qui fait vraiment mal. Je suis resté silencieux. J'ai laissé ces paroles résonner entre nous. Je ne veux pas ta maison, papa. Je ne veux pas ton argent. Je veux juste mon père. Je veux pouvoir prendre un café avec toi le dimanche. Je veux pouvoir t'appeler quand j'ai une mauvaise journée. Je veux réparer ça. Même si ça prend des années, même si tu ne me pardonnes jamais complètement, donne-moi juste une chance d'essayer. J'ai regardé mon fils, mon unique fils, le garçon que j'avais porté dans mes bras, que j'avais protégé de tout, que j'avais aimé plus que ma propre vie. Et alors j'ai dit la vérité. François, je ne vais pas mentir en disant que tout va bien parce que ce n'est pas le cas. Ma voix est sortie ferme, mais sans colère. Tu ne m'as pas perdu par accident. Tu m'as écarté, humilié, transformé en domestique dans la maison que j'ai construite. Et pire, tu as entendu ta femme planifier de me voler, de tout me prendre, et tu as hésité. Tu n'as pas dit non sur le moment. Tu as hésité. Il a baissé la tête, honteux, mais j'ai respiré profondément. Tu es mon fils, et je ne cesse pas d'être père même quand tu cesses d'être fils. Alors je vais te dire ce qui va se passer maintenant. François m'a regardé avec un fil d'espoir dans les yeux. La maison reste à mon nom. Le testament reste valable. Tu vas quitter cette maison dans les 15 prochains jours. Ce n'est pas négociable. Il a avalé le choc. Mais si tu veux, on peut reconstruire notre relation à partir de zéro. Sans maison, sans argent, sans intérêt, juste père et fils. Si tu le veux vraiment, j'accepte de te donner cette chance, une seule chance. Je le veux, papa, je le jure. Alors prouve-le avec du temps, avec des actes, avec du respect. Et peut-être, juste peut-être, pourrons-nous récupérer quelque chose de ce qui a été détruit. Il s'est levé, est venu vers moi et s'est agenouillé à côté de ma chaise. Il m'a serré dans ses bras, comme il ne l'avait pas fait depuis des années, et a pleuré. Pleuré comme un enfant perdu. Et moi, pour la première fois en semaine, j'ai laissé quelques larmes couler aussi, mais je n'ai pas reculé, pas d'1 millimètre. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour au café, et beaucoup de choses ont changé. J'ai changé. J'ai loué un petit appartement dans un quartier tranquille. 2 chambres, balcon avec soleil l'après-midi, loyer de 800 € qui rentrait dans mon budget. Simple, mais à moi.
complètement à moi. J'ai recommencé à travailler le bois, non par nécessité, mais par plaisir. J'ai ouvert un petit atelier de menuiserie artisanale, fabriquant des pièces sur mesure, des étagères, des petits meubles personnalisés. L'argent était peu, mais la satisfaction était immense. 3 fois par semaine, je faisais du bénévolat à l'association qui allait recevoir la maison. Accueil des personnes âgées abandonnées. Le nom était ironique, mais réel. Là, j'ai connu des histoires semblables à la mienne. Des pères rejetés, des grands-pères oubliés, des vies entières effacées par des familles ingrates. Mais j'ai aussi connu des recommencements, des hommes forts qui se sont redressés, qui ont retrouvé leur dignité, qui ont appris que l'âge n'est pas synonyme de jetable. Je me suis fait des amis, de vrais amis. Nous sortions déjeuner à Lyon au cinéma, sommes allés à la pêche un week-end. Moi, à 67 ans, je vivais des choses que je n'avais jamais vécues. J'étais heureux, pas de ce bonheur bruyant, mais du bonheur tranquille de quelqu'un qui s'est enfin trouvé. François a changé. Il a quitté la maison dans le délai que je lui avais donné. Il a loué un petit appartement, bien plus petit que ce à quoi il était habitué. Il payait 1200 € de loyer et le budget se serrait à la fin du mois. Les économies qu'il avait mises de côté avaient toutes été consommées par les rénovations que Sylvie avait faites. Meubles coûteux, décorations inutiles, gaspillage après gaspillage. Il repartait de zéro financièrement, mais il essayait. Il essayait vraiment. Tous les samedis, il me rendait visite, apportait du pain frais. Nous prenions un café ensemble sur mon balcon. Nous parlions du travail, de la vie, des erreurs qu'il avait commises. Il a commencé une thérapie, a reconnu qu'il avait été manipulé, mais aussi qu'il avait choisi d'être aveugle. « Papa, je t'ai vu souffrir. Je l'ai vu. Mais j'ai fait semblant de ne pas voir, parce que c'était plus facile de garder la paix avec Sylvie que de te défendre. Ça me fait honte tous les jours. » Notre relation se reconstruisait lentement, brique par brique, comme j'avais construit cette maison des années auparavant, mais maintenant avec une différence. Elle avait une base solide, du respect, des limites. Sylvie a récolté ce qu'elle avait semé. Elle est retournée chez ses parents. La famille qui se vantait tant de sa richesse était en fait noyée dans les dettes. Apparence maintenue avec des cartes de crédit et des prêts. Le mariage de façade qu'elle avait construit s'est effondré. François a demandé le divorce 2 mois après la séparation. Elle a essayé de demander une pension alimentaire, mais le juge a refusé. Mariage court, sans enfants, tous deux avec capacité de travail. Elle a essayé de se rapprocher d'autres hommes avec de l'argent, mais sa réputation s'était déjà répandue. La femme qui avait expulsé son beau-père de sa propre maison. Personne ne voulait s'impliquer. Monsieur Dubois m'a raconté, avec ce plaisir de commérage, que seul un voisin a, que Sylvie travaillait dans une boutique de vêtements au centre commercial. Salaire minimum, petite commission. Les talons hauts faisaient maintenant mal en fin de service. La maison qu'elle avait tant convoitée était en train d'être préparée pour devenir le nouveau foyer de l'association. Des rénovations avaient été lancées pour transformer les pièces en chambres collectives accueillantes. Là où il y avait eu de l'ambition et du conflit, il y aurait maintenant du soin et un nouveau départ. Et la fin de cette histoire n'a pas été la fin des contes de fées que les gens attendent. Il n'y a pas eu de réconciliation dramatique avec des embrassades et des promesses éternelles. Il y a eu quelque chose de mieux. Il y a eu la vérité. François et moi avons reconstruit une relation basée sur le respect mutuel. Il n'est pas revenu vivre avec moi. Je ne suis pas redevenu le père qui s'annule pour son fils. Nous sommes 2 adultes qui s'aiment, mais avec des limites saines. Il m'appelle pendant la semaine juste pour savoir comment je vais. Il a fallu 6 mois avant que je puisse dire à nouveau « Je t'aime », mais quand je l'ai dit, c'était réel. Un dimanche après-midi, alors que nous prenions un café sur mon balcon, François m'a regardé et a dit « Papa, merci ». Pourquoi ? Pour ne pas m'avoir pardonné facilement, pour m'avoir enseigné la leçon la plus dure de ma vie. J'avais besoin de tout perdre pour comprendre la valeur de ce que j'avais. J'ai serré sa main. « Tu n'as pas tout perdu, François.
Tu m'as perdu pendant un moment, mais tu as trouvé quelque chose de plus important. Tu as trouvé le respect de toi-même. Tu as appris à ne pas te laisser manipuler. Tu as appris que l'amour n'est pas la commodité. Il a souri, un sourire triste, mais sincère. Et j'ai compris, la justice n'était pas dans la vengeance, elle était dans la transformation. L'automne est arrivé, apportant des feuilles dorées et une brise fraîche qui annonçait des changements. J'étais sur le balcon de mon appartement, travaillant sur une petite table en bois quand le téléphone a sonné. C'était Pierre, coordinateur de l'association. « Monsieur Robert, vous devez venir ici aujourd'hui. J'ai une surprise. » Je suis arrivé en fin d'après-midi. La maison, mon ancienne maison, était méconnaissable d'une bonne façon. Les murs avaient été peints de couleurs douces, jaune clair dans le salon, vert d'eau dans les chambres. Là où était autrefois ma chambre, il y avait maintenant une bibliothèque communautaire avec des fauteuils confortables. La cuisine agrandie avait une énorme table où tous mangeraient ensemble. Dans le jardin où Sylvie avait arraché mes plantes, poussait maintenant un potager. Tomates, laitues, ciboulettes, soignées par les mains même des personnes âgées qui y vivaient. « Monsieur Robert, venez rencontrer les résidents. » Il y avait 7 personnes. Le plus jeune avait 62 ans, le plus âgé 84. Chacun avec son histoire d'abandon, d'ingratitude, de famille qui avait tourné le dos. Monsieur Bernard, 76 ans, m'a serré dans ses bras avec des larmes aux yeux. Vous m'avez sauvé la vie. Littéralement, j'allais vivre dans la rue quand cet endroit m'a accueilli. J'ai senti un nœud dans ma gorge. Cette maison a sauvé ma vie aussi. Maintenant, elle en sauve d'autres. Pierre m'a conduit jusqu'à l'entrée. Une plaque de bronze était en train d'être installée. Maison Robert, reconstruire la dignité depuis 2025. Vous êtes une inspiration, monsieur Robert. Vous avez transformé la douleur en objectif. Je suis rentré chez moi, le cœur plein. Ce soir-là, François est venu dîner. J'avais fait un gratin de riz, recette de ma mère. Simple, savoureux, avec amour. Pendant que nous mangions, il a commenté « Papa, je suis passé devant la maison hier. J'ai vu les résidents sur la terrasse, riant, discutant. Je suis resté à les regarder un moment. Et qu'as-tu ressenti ?» Il est resté silencieux, pensif. Au début, j'ai ressenti un pincement. C'était ma maison d'enfance, tu sais, là où j'ai grandi. Mais après j'ai ressenti de la fierté. Fierté de toi, de ce que tu as fait. Transformer cette maison, qui a été le théâtre de tant de douleurs, en un lieu de recommencement. J'ai serré sa main sur la table. Tu sais ce que j'ai appris durant tous ces mois? Quoi? Que nous apprenons aux gens comment ils doivent nous traiter. Je t'ai enseigné sans le vouloir qu'il était acceptable de me manquer de respect, parce que j'acceptais, parce que j'avais peur de te perdre. Mais quand je t'ai perdu quand même, j'ai compris que la peur ne protège personne, elle emprisonne juste. François a serré ma main. Et j'ai appris que le privilège rend aveugle. J'avais tellement de choses garanties. Ta présence, ton soin, cette maison que je croyais être des droits, ce n'était pas des droits, c'était des cadeaux, et j'ai tout jeté. Mais nous sommes ici maintenant. Nous sommes différents, mais ici. Ce soir-là, après que François soit parti, je me suis assis sur le balcon avec un whisky. Le ciel était étoilé, clair. La ville dormait tranquille. J'ai pensé à tout ce que j'avais traversé, veuf à 28 ans, aux nuits à travailler, aux briques élevées de mes propres mains, à l'humiliation que j'avais avalée en silence, au moment où j'ai décidé « ça suffit ». Et j'ai compris quelque chose de fondamental. La dignité ne se négocie pas. L'amour ne peut pas être accompagné de manque de respect. Et parfois, la plus grande preuve d'amour que nous puissions donner est d'enseigner des limites. 3 semaines plus tard, j'ai reçu une invitation inattendue. L'association organisait un événement d'inauguration officielle et voulait que je parle. La salle était pleine, bénévoles, donateurs, presse locale et les 7 résidents assis au premier rang. Quand est venu mon tour de parler, je suis monté au micro avec le cœur battant. Je n'ai jamais été du genre à faire des discours.
Mais j'ai regardé ces personnes, chacune survivante de sa propre bataille, et les mots sont venus. Je ne suis pas venu ici raconter une histoire de vengeance. Je suis venu raconter une histoire de sauvetage, de mon propre sauvetage. J'ai fait une pause. J'ai respiré profondément. Pendant des années, j'ai cru qu'être un bon père signifiait m'annuler, tout accepter, tout pardonner, ne jamais poser de limites, parce que ce serait de l'égoïsme. Mais j'ai appris de la pire façon possible que ce n'est pas de l'amour, c'est de l'autodestruction. Certaines personnes dans l'assemblée ont hoché la tête, les yeux humides. Quand mon fils m'a donné cet ultimatum, quand il m'a expulsé de la maison que j'ai construite, quelque chose en moi est mort. Mais quelque chose est aussi né, le respect de soi. Et c'est ce respect de soi qui m'a amené ici, qui a transformé la douleur en objectif. J'ai regardé les résidents. Aujourd'hui, cette maison n'est plus le symbole de mon humiliation, c'est le symbole de ma libération. Et j'espère de tout cœur que ce soit le symbole de la libération de chacun de vous aussi. L'assemblée a applaudi. J'ai vu François au fond de la salle, pleurant silencieusement. Après l'événement, il est venu vers moi, n'a rien dit, m'a juste serré fort, longtemps, et j'ai compris. Le pardon, ce n'est pas oublier. Le pardon, c'est se souvenir sans que la douleur te paralyse. C'est permettre à celui qui a fait du mal d'être une nouvelle personne. C'est donner une chance sans renoncer à ta dignité. Aujourd'hui, 1 an après tout cela, ma vie est complètement différente. Je vends mes pièces en bois dans une petite boutique collaborative. Je voyage avec mes amis. Je suis des cours d'étirement pour seniors. Je ris plus. Je vis plus. François a refait sa vie. Il a rencontré Amélie, une institutrice simple, de famille modeste, qui le traite avec un respect sincère. Elle m'a invité à prendre un café avant même de sortir sérieusement avec lui. Monsieur Robert, je dois connaître l'homme qui a élevé ce fils. Je l'ai aimé immédiatement, et elle m'a aimé. Parfois, le dimanche, nous déjeunons ensemble, moi, François et Amélie. Nous parlons, rions, nous souvenons même des mauvais moments, parce qu'ils nous ont enseignés. Sylvie, j'ai appris par des tiers qu'elle est fiancée à un entrepreneur d'une autre ville. J'espère sincèrement qu'elle a appris quelque chose, mais ce n'est plus mon souci. Et la grande leçon de tout cela ? J'ai appris que la dignité n'a pas de prix, que l'amour sans respect n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance, que parfois, pour sauver une relation, vous devez être prêt à la perdre. J'ai appris que l'âge n'est pas synonyme de jetable, que recommencer n'a pas de date d'expiration, qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir soi-même. J'ai perdu ma maison, mais j'ai retrouvé ma dignité. Et vous savez quoi ? Aucun toit ne vaut plus que cela. Aujourd'hui, quand je pose ma tête sur l'oreiller, je dors en paix, parce que je sais que, malgré tout, je suis resté entier, je me suis respecté, je me suis choisi. Et celle-là, mes amis, est la victoire la plus importante de toutes. Si cette histoire a touché votre cœur, d'une manière ou d'une autre, laissez dans les commentaires d'où vous regardez. Racontez si vous avez vécu quelque chose de similaire ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a vécu. Parfois, juste en partageant, nous allégerons le poids que nous portons seuls. Et si vous croyez que la dignité n'a pas d'âge, que recommencer est toujours possible, qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir, laissez votre j'aime et abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy, car ici nous partageons des histoires réelles de personnes réelles, vivant des batailles réelles. Souvenez-vous, vous apprenez aux gens comment vous traiter et ce n'est jamais égoïste de choisir votre propre dignité. À la prochaine histoire. Et que vous vous choisissiez toujours en premier.